Bonjour à tous, aujourd'hui on est parti pour le débrief de la scène de la bataille d'Angleterre du film Pearl Harbor. Donc, si ça vous plaît, c'est parti, équipez-vous, la checklist c'est prenez du café, de l'eau, hydratez-vous, il fait chaud ou autre. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les dernières publications, un pouce en haut ou en bas ça permet à la chaîne de gagner en visibilité, donc c'est très apprécié et jingle. Eh bien, pourquoi attendre? On va attaquer directement l'étude de l'extrait pour des raisons un peu de copyright vis-à-vis du film. Eh bien, je vais pas vous le passer initialement. On va le découper au fur et à mesure. C'est parti. En avant. On regarde tout ça. Fix the hydraulics and electrical system, sir. But the oil hoses still need attention. Just crank it in. Godspeed to yourself. Ok, donc là, on va repartir un petit peu au début. Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'avion de RAF. RAF, c'est le nom de l'acteur principal, là. Alors c'est rigolo parce que la RAF, Royal Air Force, RAF, alors ça s'écrit pas pareil, mais je trouve ça marrant quand même. Son avion, c'est un Spitfire. Ça derrière, ce qu'on voit, c'est un Hurricane. Et au niveau de l'immatriculation, ça fait pas beaucoup de sens. RF, c'est l'immatriculation du 303 Squadron, le 303, qui était l'escadron polonais. Qui à ma connaissance n'avait pas d'américain. Par contre on voit sur l'avion, l'avant de son avion, d'ailleurs là il est dedans, l'avant de son avion, on voit le Eagle Squadron qui était un escadron de volontaires américains pendant la bataille d'Angleterre. Donc là ce qu'on voit c'est du Spitfire, du Hurricane qui a d'ailleurs une marque d'un autre escadron là, mais qui équipait le 303 pendant la bataille d'Angleterre. Bataille d'Angleterre, c'est officiellement du 10 juillet 1940 au 31 octobre 1940. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le 303, donc les Spitfire comme ça, avec marqué RF dessus, ce n'était possible qu'à partir du 7 octobre 1941. C'est la date à laquelle le 303 a reçu ses premiers Spitfire, c'était des Mark 5B, donc ce qu'on voit là dans le film. Pour savoir un petit peu la version de l'avion, c'est intéressant de regarder le nombre d'hélices. Plus vous avez de pales sur l'hélice d'un Spitfire, plus la version est moderne. Tout simplement pourquoi? Parce que plus le moteur est puissant, au fur et à mesure de la guerre, ils ont créé des avions de plus en plus puissants, des moteurs de plus en plus puissants. Pour passer toute cette puissance, il faut plus de pales, tout simplement. Donc quand vous avez des versions à 5 pales, c'est que le moteur Merlin est plus gros, et donc c'est une version souvent plus avancée. Alors les puristes me diront oui, non, en fait c'est un bon moyen pour savoir un petit peu où on en est en termes de version. D'ailleurs regardez, le Hurricane qui est plus ancien, lui il a 3 pales, hein, et là vous voyez une photo d'un avion, d'un Spit de la fin de la guerre, il y a un paquet de pales. Ok, donc ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Pas mal d'activités, la fameuse sirène pour le Scramble, ça c'est très british, c'est un Jack Russell. Le bâtiment, RAF Oakley, alors c'est pas la marque de lunettes, ni de sport. Oakley, RAF Oakley, c'est une vraie base qui a existé, mais c'est pas du tout là. La RAF Oakley, d'ailleurs, ce n'est pas logique d'un point de vue historique. Elle a ouvert le 27 mai 1942. Donc d'un point de vue historique, là, ça va être compliqué. On a dit bataille d'Angleterre, c'est 10 juillet, 31 octobre 40. Le Mark 5 au 303, c'est à partir du 7 octobre 41. Et là, RAF Oakley, c'est à partir du 27 mai 1942. Il n'y avait pas de château. Donc voilà, un petit mix-up, mais bon, c'est normal, c'est un film. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de noter que le château là qu'on voit, c'est pas rien, et ça ne pouvait pas avoir lieu à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que c'est le château de Babington House, comme le sport. C'est un château qui date du XVIIe siècle, et en 1863, ils ont fait une grande journée avec un sport qu'ils appelaient le Babington Game, et alors que le sport comme on connaît du badminton existe depuis plusieurs milliers d'années, notamment en Inde, eh bien, ils ont décidé de lui donner le nom après de badminton suite au château qui est là. C'est là où il y a eu le premier jeu officiel de badminton. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, la famille royale, donc la grand-mère de l'actuelle reine d'Angleterre, était dans ce château et descendait dans ce château. Donc elle a passé toute la guerre cachée en protection dans ce château. Donc vraiment aucune chance que ce château soit utilisé comme RAF Oakley. Ça court, ça va vers les avions.
Là, point très intéressant, notre ami écossais dit à Raph qu'il y a un souci au niveau de l'hydraulique. Et on en reparlera. Ils ont pu réparer, mais il y a un souci au niveau de l'hydraulique, c'est très important, on en reparlera. La belle tenue pour voler, oui, à l'époque, les pilotes étaient plus classe que de nos jours, donc ils s'habillaient bien pour voler, ça n'a aucun logique, ça c'est logique. Des fois, les moteurs tournaient avant, les mécaniciens faisaient tourner les moteurs avant, donc des fois, les pilotes arrivaient, les moteurs étaient déjà tournants, ça c'est variable. Allez, on continue. Godspeed to yourself. Donc ça, les moteurs démarrent. Ok, donc on a RFM, c'est l'avion de RAF qui est en tête, et c'est un vol à 4. Vol à 4, c'est classique dans l'armée moderne, on fait 2 patrouilles de 2, un chef de patrouille qui lead le tout, et ensuite le numéro 2 est un équipier, le numéro 3 est un chef de section, un sous-chef de patrouille généralement, le numéro 4 est un équipier. Dans ce cas-là, RAF est leader tactique, c'est lui qui a la tête, néanmoins le chef de la patrouille n'est pas leader. Le chef de la patrouille est sur le côté droit. Donc là, on a notre RAF avec l'Eagle Squadron, avec plusieurs victoires, un paquet de victoires sur son avion. Et vous allez voir, le leader de la patrouille s'est mis en position d'équipier, ce qui est quelque chose qui peut arriver quand on est, par exemple, chef d'une, ce qu'on appelle une Comao, un gros mouvement, il y a beaucoup d'avions, et donc on ne veut pas s'embêter à gérer notre petite patrouille. On a besoin de garder nos neurones pour la gestion globale de tout ce qui se passe. Donc on va donner le lead tactique de notre patrouille à quelqu'un d'autre, et nous on va être un peu en retrait, ce qui nous permet d'avoir du recul et de mettre nos neurones sur autre chose plutôt que la conduite immédiate du vol. Donc ça c'est possible. Alors souvent j'ai entendu dire, et c'est vrai, les Anglais aimaient bien travailler en VIC à 3, on a décidé d'y aller à 4, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là on voit effectivement le leader de la patrouille qui regarde par la gauche parce qu'il est sur la droite, donc il regarde quand même RAF, il tient son poste. Le fait qu'il soit en patrouille comme ça assez proche, c'est pas très logique d'un point de vue combat parce que du coup, ça, comme on a vu, ça force à regarder son leader pour tenir son poste, ce qui gêne pour l'acquisition visuelle d'éventuels ennemis. Tu préfères être dans une position à environ 150-200 mètres les uns des autres, ce qui permet de moins surveiller ton leader et d'être plus à rechercher de manière sectorielle les adversaires. Là, le fait d'être aussi bas, généralement tu vas vouloir monter pour pouvoir acquérir de l'énergie potentielle de pesanteur pour le début du combat. Le fait d'être bas, ça peut néanmoins permettre de mieux voir les adversaires. Si vous mettez en dessous de l'adversaire, vous voyez mieux dans le ciel. Si vous êtes au-dessus, c'est plus dur d'acquérir le contact visuel avec l'adversaire. Allez, on va regarder un petit peu. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Un petit briefing, c'est assez bien fait, hein. Petit briefing, on voit donc notre leader général de la patrouille qui donne un peu des consignes, et derrière, il se retrouve avec d'autres aéronefs. Donc là, ils sont 4, ils vont se retrouver avec d'autres aéronefs, ils prennent le visuel de la chasse adverse qui est en train d'arriver proche des côtes anglaises. Jusque-là, très bien, ils sont en basse latitude, les Allemands. Et là, on voit que notre équipe de 4 a été rejointe par d'autres chasseurs, donc le côté logique dont je vous parlais juste avant. Ils arrivent à faire interception juste avant que l'adversaire arrive sur les côtes anglaises, c'est parfait. Et ils acquièrent le contact visuel et là décident de monter pour gagner en énergie potentielle de pesanteur. Il y a des ordres à l'intérieur des sections, donc on voit RAF qui briefe son équipier et qui lui dit on va grimper et on va targeter le bombardier de tête. Donc jusque là c'est très clair. Après, le dire, pas le dire, il y a beaucoup d'avions en vol, de manière générale, ce qu'on veut c'est briefer un maximum de choses en amont ou avoir des procédures en place où on sait déjà qui va targeter quoi. Ça permet de minimiser les paroles à la radio et le risque d'incompréhension. Donc généralement on préfère essayer de savoir déjà qui target quoi, ce qu'on appelle le sorting dans le combat aérien, mais bon là on est en 1940, c'était un peu notre époque quand même. Là on a une belle séparation et un beau split dans la foulée. Vous allez voir, boum. Alors là, c'est très joli. Néanmoins, c'est pas très logique. Hein. Raph vient de dire à son équipier qu'il les deux grimpaient. Donc normalement, on devrait avoir Raph qui était en tête et son équipier qui monte et les deux autres qui restent dans le plan. C'est du détail. Le shot est très joli et d'ailleurs, ils vont nous le remettre dans, dans quelques secondes.
Donc là, on a une passe d'attaque, on voit qu'il y a des bombardiers accompagnés par les chasseurs qui n'ont rien vu venir. Les chasseurs au milieu des bombardiers, personnellement, je trouve pas ça logique. Les chasseurs allemands auraient dû être en altitude, en protection, de manière à tomber sur les Spitfire lors de leur passe d'attaque. Donc grosse erreur tactique de la part des Allemands. Erreur de la part de RAF, ça sert à rien de faire des tonneaux pour tirer, vous voulez être le plus stable possible. Sauf éventuellement pour gêner des gunners qui vous tirent dessus, mais là clairement avec l'aspect qu'il a, mais faut rester stable et prendre sa visée, tirer et économiser ses munitions, shoot to kill. Le fait qu'il commande tout à la radio constamment, c'est très Hollywood, c'est pour vous aider à bien comprendre, mais dans la vraie vie, vous racontez pas votre vie. Imaginez 20 pilotes de chasse qui sont tous en train de commenter ce qu'ils font, c'est vite l'horreur complète à la radio. Et nous remettre le speed de tout à l'heure. Donc là, on a vu une première passe où il a attaqué le bombardier de tête. Et là, il explique qu'il va prendre le bombardier du milieu. Là, c'est assez cohérent. Pas mal d'avions, il faut vraiment regarder autour, faire attention. Vraiment, tout est assez cohérent. Je trouve que c'est très bien fait. Donc on est sur des distances très proches à cette époque-là, hein, beaucoup plus proches que de nos jours, pas de radar, rien, donc on est sur des combats vraiment très très proches, des volumes d'évolution, des rayons de virage qui sont beaucoup plus petits que ce qu'on connaît avec les avions de chasse modernes, donc oui c'est du combat très proche, il y a des morceaux qui volent, c'est je trouve assez bien rendu dans ces scènes. Ok, donc là on a deux chasseurs, ils décident de s'attaquer aux chasseurs. Donc on a chasseur 1, chasseur 2 allemand, et on a apparemment RAF qui est derrière. Je sais pas où est l'équipier, mais il devrait pas être bien loin. Ils sont trop proches hein, par rapport à la réalité. Tout est bien, on est vraiment dans du vol en formation. Dans la vraie vie, on serait quand même un peu plus loin les uns des autres. Là c'est pour les images. Voilà, je trouve assez bien rendu, effectivement, quand on est très proche, il y a des débris qui volent, néanmoins c'est très efficace. Là, le virage gauche, il a fait mal, hein. Je vais vous le remettre, mais vous allez voir la vitesse à laquelle ça part à gauche. Moi, en tant que chasseur, réacteur, ça me fait bizarre, mais c'est vrai qu'encore une fois, les rayons de virage sont plus petits, mais là, vous allez voir, ça sert sévère. Hein. On le voit partir dans la foulée, l'Allemand a vraiment beaucoup d'aspect, il essaie de suivre avec le speed, voilà, donc on est vraiment sur des combats où l'aspect peut changer extrêmement vite. D'ailleurs on voit en termes de visage, là il tient un peu la moue parce que là il vient de prendre un paquet de G. Hein. Là c'est très bien rendu, attention à l'impact dans l'eau et la gerbe d'eau, ça peut être impactant, ça peut être dangereux. Donc on va faire attention à ça, hein, et il faut bien tirer sur le manche. Là, on a l'équipier qui se réveille un peu tard et qui lui dit en gros, bah mec t'es défensif, je sers à rien, je devrais t'aider là à éviter qu'il y ait quelqu'un qui t'arrive juste derrière, mais là il y a un Allemand qui lui tombe dessus par derrière. Ça c'est bien réaliste, quand vous êtes lose sight, lose the fight, quand vous êtes focusé sur un seul objectif, et la vraie difficulté, c'est cette dichotomie de switcher d'un de vos objectifs à l'autre. On a une multitude d'objectifs à faire. C'est pas parce que vous vous battez contre deux avions qu'il faut pas continuer à surveiller derrière, même si vous avez un équipier. Donc ça c'est bien rendu, et alors qu'il est focalisé et qu'il est en train d'enchaîner les succès, il baisse sa garde d'un point de vue défensif, et là bah, il se fait surprendre. C'est la réalité du combat, c'est vraiment comme ça. Musique dramatique, tout va bien, on est passé d'une situation où on maîtrise, on va devenir as, à une situation où là on subit complètement. Et là vous allez voir la chain of event, comme on dit, la chaîne d'événements. C'est toujours comme ça en aéronautique, vous allez voir ce qui va se passer. Bon là c'est sympa, il y a tous ses potes qui lui disent arrête d'être défensif, ça sert à rien, il ferait mieux de venir l'aider, parce qu'en soi c'est pas bien compliqué vu le nombre qu'ils sont de venir et de se mettre offensif sur l'Allemand qui est offensif sur notre ami RAF, mais bon, les gens préfèrent lui donner des conseils, hein, les conseilleurs sont pas les payeurs. Vous vous rappelez quand notre ami écossais lui a dit qu'il y avait un souci au niveau de l'huile? Eh ben là, RAF n'a pas été touché encore. Il est défensif, ça arrive,
il est en train de manœuvrer pour essayer de ne plus être défensif. Et là, le système d'huile a un souci et commence à fuir avant impact. Il est donc impacté par un souci technique dans une position défensive. Et bienvenue dans l'aérien, c'est toujours un moment où il faut pas que vous allez avoir un souci. Donc ça, je trouve c'est très bien rendu. Et je sais pas si vous en étiez rendu compte, moi c'est qu'à cette étude que je m'en suis vraiment rendu compte. Pendant le film, je pensais que c'est suite à un impact. Non, c'est son système d'huile qui lâche au moment crucial où il faut pas. Alors là c'est juste complètement perdu. Hein. Vous avez l'huile brûlante qui vous arrive dessus et qui prend feu. Là on a un petit peu d'Hollywood dans la foulée. Voilà, donc là ça fait assez mal. C'est pas une situation d'avenir. On a effectivement un début d'incendie. Alors, un incendie non contenu dans une cabine, on a tendance à dire que ça double d'intensité toutes les 7 secondes. Donc là, vous avez vu, ça commence à brûler. Il y a de l'huile partout. L'huile, ça a tendance à bien brûler. Il y a très peu de raisons pour lesquelles l'incendie va s'éteindre s'il n'y a pas une action de la part de dispositifs anti-incendie. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, dans le plan d'après, là, on a l'incendie, ok. Là, il retire un petit peu ses lunettes. Il est babyface. Il a passé un coup de lingette sur son visage. Il a plus d'huile brûlante. Bon, tant mieux. Ça se trouve, c'est peut-être pas d'huile brûlante, mais c'est peu probable. Mais bon, tant mieux pour lui. Il s'est déjà nettoyé le visage. Et là, bah, il n'y a plus d'incendie. C'est le seul point un peu incohérent de cette scène, c'est qu'il n'y a plus d'incendie. Il reste des flammes, mais quand vous avez vu l'intensité des flammes avant, bon, ça a peut-être fait un burst of flame. Après, ça s'arrête, mais il y a peu de chance. Généralement, ça a tendance à continuer à brûler. Par contre, le fait d'être bloqué à l'intérieur du cockpit, ça c'est malheureusement beaucoup arrivé déjà par le passé. Ça peut même arriver sur F-22. Je vous laisse regarder les images. Vous pouvez vous retrouver bloqué à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a différents dispositifs. Maintenant, fragilisation de verrières, ce que vous voyez au-dessus des verrières. On peut se débarrasser des verrières ou à l'ancienne, soit les casser avec un couteau ou autre, ou voilà, il fragilise la verrière avec son arme de poing, ce qui est assez logique pour après essayer de la casser. Donc là, il tente la fragilisation, on va dire, manuelle, et c'est assez bien fait parce que voilà, il met le coup de poing, et après derrière, vous verrez, c'est gardé. Donc, le détail est vraiment là. Pendant ce temps-là, l'adversaire, lui, il continue. Hein. Donc, alors qu'il était défensif, maintenant, il ne peut plus max performer au niveau de l'avion. Du coup, il se fait toucher, et d'une situation qui était déjà pas terrible, maintenant c'est encore pire. Son avion est touché. Il semblerait qu'il y a le côté du réservoir qui est en feu. S'ensuit une sorte de perte de contrôle. Alors là, on voit les ailerons. Là, on est en descente forte. On voit au niveau des ailerons qu'il y a une action. Regardez si vous voyez les ailerons. Il y a une action aux ailerons. Donc, une action aux ailerons. Donc, on voit que c'est fait par le pilote. Et là, par contre, en termes de vario, on voit l'attitude qui est en train de descendre. Le vario, c'est le variomètre. L'attitude est en train de descendre très fortement. Là, la vitesse où ça descend, ça va être compliqué de faire la ressource. Donc, c'est logique. On était dans les 700. Là, maintenant, on est dans les 300. On est clairement en train de descendre très rapidement, mais là, il devrait déjà être en train de réduire son variomètre, parce que sinon, en fait, c'est-à-dire que vous avez une telle vitesse verticale que la récupération n'est pas possible. Mais bon, là, en termes de timing, bon, il aurait déjà dû impacter, mais on voit voilà, que sa verrière est fragilisée. Il va faire une ressource au dernier moment, ce qui va permettre de casser le variomètre. Voilà, la ressource, pouf, impact dans l'eau. On m'a posé la question, est-ce que l'avion ne devrait pas se disloquer à ce moment-là? Pas forcément, si la vitesse, l'impact, tout ça est cohérente. Les avions sont quand même assez costauds, c'est pas obligé que ça se casse. Regardez les visites, les plongées sur les épaves qu'on voit au fond de la Méditerranée et autres, les avions sont souvent intacts. Moi par contre, là, ce qui me gêne dans cette scène, c'est ça. C'est les étincelles! Les étincelles! C'est classique de cette année-là, de cette époque à Hollywood, je vous la remets tellement c'est risible. Là, vraiment, c'est le coup cadeau. Donc là, on a un impact dans l'eau, et là, arrivant de nulle part, de l'extérieur de l'avion, ils nous ont mis des étincelles juste pour la dramatisation. Et ça me fait beaucoup rire. Pourquoi? Parce que je suis un grand fan d'autres films de cette époque. Si vous regardez À la poursuite de la Tour Rouge, il y a une visite où là, il y a des étincelles, mais c'est normal, c'est la fabrication des sous-marins nucléaires, enfin des petits sous-marins d'attaque. Mais le must du must, c'est cette scène complètement anti-armée de l'air que je ne cautionne pas. Allez, je vous laisse regarder USS Alabama en version originale. I expect and demand your very best. Anything less, you should have joined the Air Force. Voilà, donc dans USS Alabama, vous avez ce grand discours avant que l'USS Alabama, un sous-marin nucléaire, n'appareille, et vous allez voir que
il y a voilà, des étincelles. You're the greatest country in the entire world! In the entire world, sir! On sait pas pourquoi, mais voilà, c'est très Hollywood. Donc le seul petit point, moi, qui me fait rire sur tout ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Eh ben, moi je trouve timeline mise de côté, 2-3 incohérences historiques mises de côté. On a parlé du RF pour l'escadron des Polonais, on a parlé des dates. On peut reparler un petit peu de cette désignation bataille d'Angleterre, mais je trouve que pour vous donner une idée de ce que c'était que de faire du combat aérien à cette époque-là, avec le nombre d'avions en l'air, la vitesse à laquelle la situation peut se retourner, vous êtes ultra offensif, vous êtes le roi du monde, super, je m'en suis fait 1, 2, 3, j'étais ce qu'on appelle target fixité, j'étais vraiment tunnelisé sur mon adversaire, mon équipier a mal fait son travail, pourquoi? Parce qu'il est jeune, il est inexpérimenté, donc moi en tant que leader, je dois savoir que mon jeune n'est pas forcément au niveau, donc j'ai beau lui donner une tâche, je le surveille, la confiance n'exclut pas le contrôle, hein. Et donc c'est quand même mon job de m'assurer qu'il n'y ait personne derrière moi. Et là, boum, la situation se renverse. On en arrive également à, on vole avec des aéronefs qui ne sont pas forcément en parfait état, lors de situations de guerre de très forte intensité, comme ce qui a été la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que les mécaniciens font ce qu'ils peuvent, travaillent jour et nuit dessus, mais par moment, on n'a pas les pièces, ou ça va pas, ou ils ont pas le temps, décollage sur alerte, l'avion est pas bon, il prévient, mais bon, tu fais avec. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre vraiment l'état d'esprit de cette époque, l'état d'esprit des combattants, qui est que même si on me donne du matériel qui n'est pas forcément en parfait état, ça ne m'arrêtera pas dans ma mission, je partirai, je prendrai quand même en compte l'aéronef, j'irai quand même au combat parce que là, il y a besoin, parce que si je n'y vais pas, c'est des bombardiers qui vont atteindre Londres, qui vont atteindre des bases tactiques, stratégiques, et ça va avoir un impact sur la guerre. Donc la prise de risque est énorme pour le personnel, et ça ne leur posait absolument aucun souci à cette époque-là, et l'état d'esprit n'a pas vraiment changé, même si nous jouons, on est beaucoup plus sécurité, mais si on devait se retrouver dans des guerres de haute intensité comme ça, j'ai aucun doute sur le fait que les équipages français, de l'OTAN ou autres, prennent des avions même pas tout à fait sûrs, pour accomplir la mission, pour essayer de faire ce pourquoi ils décollent, à savoir protéger la population, protéger leurs camarades militaires et tout. Donc je trouve que ce film est vraiment très réaliste, je trouve que c'est vraiment très bien. J'espère que ça vous a plu, qu'on partage un petit peu autour de cette scène, et il y en aura d'autres. À très vite, ce week-end, dimanche, on sort le film sur le César, Combat Search and Rescue, filmé avec Patrice. Ça sort dimanche à 14h45, et à très vite, fly safe.